Travaillé à Paris également, et ne travaillant plus à Paris, j'ai développé avec ma patientèle un contact par Skype, et je fais maintenant pas mal d'entretiens par Skype. Je suis assez étonnée de voir que ça fonctionne bien. J'en discutais avec ma collègue tout à l'heure, à telle enseigne qu'il m'arrive de ne plus savoir si l'entretien en question s'était fait en tête-à-tête dans la réalité ou par Skype. Et c'est bien parce que ça permet aux gens parfois de ne pas faire trop de route et de ne pas se stresser pour venir jusqu'à moi. Alors, je dirais que pour la PMA, avant de démarrer, l'érotisation a été remplacée par une sexualité à laquelle on a demandé un résultat, qui est un résultat autre que le résultat normal de la sexualité, c'est-à-dire le plaisir, la jouissance, etc., puisque le résultat est d'avoir un enfant. Et c'est ce qui change beaucoup de choses. Et j'expliquais tout à l'heure à Philippe que j'ai eu à mon cabinet encore hier une dame qui se plaignait d'un problème de trouble du désir. Et elle vient depuis 2 ou 3 fois et on tourne un peu en rond de pourquoi elle a ce trouble du désir. Et elle me disait hier, comme ça fortuitement, elle me disait, vous savez, on a une petite fille qui a 10 ans et on a eu un mal fou à avoir cette petite fille. Et elle me disait comme ça, c'est curieux, j'ai l'impression que c'est depuis qu'on a essayé d'avoir cette petite fille et que c'était tellement laborieux que notre sexualité a complètement changé et s'est quelque peu éteinte. Voilà. Donc vous voyez, ce qui se passe pour ces troubles de l'infertilité ne sont pas forcément reconnus par les gens, par le couple. Et là, en l'occurrence, cela fait 10 ans que cette petite fille est née et que ce couple a des problèmes pas tellement relationnels, mais en tout cas des problèmes de sexualité. Voilà. Donc, je vais vous parler de la vie amoureuse. J'ai essayé de vous faire un petit discours en plusieurs étapes. De la vie amoureuse avant le désir d'avoir un enfant. Alors on va dire que c'est une vie amoureuse classique, traditionnelle, hein, heureuse en général quand même, avec une sexualité amoureuse, avec de l'érotisme et du plaisir, une intimité, de la complicité. Le couple est prédominant à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il est là avant tout le reste, et l'avenir lui sourit. L'idée de l'enfant n'étant pas encore apparue. Alors bien sûr, on s'imagine avoir plus tard des enfants, c'est dans l'esprit un peu, mais très éloigné de chacun, et on considère que le fait d'avoir un enfant plus tard va être quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait spontané. Donc voilà. Alors on espère évidemment que cette phase-là, mais ça c'est pour tous les couples, hein. Il y a des couples qui ratent même cette phase-là, hein. Alors là c'est un peu compliqué, parce que les couples qui me disent, écoutez, on n'a jamais eu de sexualité heureuse, on commence très mal, hein. Et pourtant ça arrive. C'est la prochaine diapo, ça. Ah oui. Voilà, donc la féminité, hein. La vie amoureuse avec le désir d'enfant. Alors, on arrive avec maintenant un désir d'enfant, un enfant pour qui, un enfant pourquoi. Souvent, je pense que c'est la femme qui souhaite avoir un enfant. D'abord, il y a cette fameuse histoire du sentiment maternel, hein, que l'on met parfois avec des points d'interrogation, mais il existe sûrement très fort. Et puis, il y a peut-être également cette fameuse loi biologique qui fait que les femmes disent, ben oui, le temps passe, j'ai 32 ans, j'ai 35 ans, alors que pour les hommes, ben, vous le savez très bien, les hommes sont fertiles et peuvent avoir des bébés jusqu'à très longtemps. Donc bien souvent, c'est madame qui pointe un petit peu cette affaire-là. On connaît d'ailleurs des messieurs, Charlie Chaplin, qui a eu des enfants jusqu'à l'âge de 80 ans. Bon, alors, je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais en tout cas, c'est possible. Okay, le temps qui passe, et il y a l'installation d'un doute. Hein, on commence à se dire, ouais, mais ça fait quand même un petit moment, là, elle a arrêté de prendre la contraception, qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce que le sujet est tabou, ou est-ce que le sujet est évoqué? Alors, peut-être qu'il est tabou au début, c'est-à-dire que les gens ne s'en parlent pas, réfléchissent un peu à ça. Est-ce qu'il est évoqué? Faut-il franchir le pas à un moment donné et admettre que ça ne se fera pas comme ça? Faut-il consulter? Donc c'est véritablement
un pas en avant. Et enfin, la transformation, alors là on arrive de l'érotisme en procréation. Hein, moi j'ai des messieurs qui arrivent en me disant, écoutez, j'ai l'impression d'être un étalon, il va tout le temps falloir à tel moment, etc. Enfin, qui sont, au début peut-être c'est un peu rigolo. J'avais quelqu'un qui m'expliquait l'autre jour, vous savez, au début ma femme m'accueillait à la maison, après le travail, avec les petites bougies, les petites machins, et je savais qu'il fallait. Et alors il a dit, au début ça me faisait rire, je trouvais ça charmant, je trouvais ça agréable, et puis au fil du temps qui passait, ça ne me plaisait plus tellement. Alors on arrive dans le démarrage des obligations, avec un timing du cycle et des relations sexuelles, ce qui fait qu'on est véritablement tombé dans de la sexualité. Or, moi, je m'appelle sexologue, mais je pourrais très bien me dire que nous sommes, nous, les sexologues, les interlocuteurs de la jouissance, c'est-à-dire de l'érotisme. L'érotisme, c'est autre chose que la sexualité. Si vous voulez, la sexualité, c'est tout ce que l'on fait pour faire l'amour comme ça, rapidement, que l'on voit même faire par les grands primates, hein, puisque nous sommes originaires de tous ces gens-là aussi. Et qu'est-ce que c'est que l'érotisme? Eh bien, c'est tout ce qui va se faire en plus. Le fait de mettre des jolies tenues, le fait de mettre une petite mise en scène, le fait d'avoir des fantasmes, de les appliquer, de ne pas les appliquer, de faire des jeux, tout ça, c'est en plus de la sexualité et c'est donc de l'érotisme. Moi, je cultive ça beaucoup avec les gens parce que je trouve ça très chouette. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu d'érotisme aussi, hein, avec une volonté d'avoir un bébé ou pas d'ailleurs. Je précise. Alors arrive aussi le sentiment de culpabilité. Ah, c'est la faute à qui? Bien sûr, on est très spécialiste dans la culpabilité. Ah, c'est ma faute, j'ai pas fait ci, ou c'est sa faute, etc. J'aurais dû, il aurait dû, enfin bon, c'est peut-être dans sa famille. Enfin, vous voyez, comme ça, tous les fantasmes sous-jacents qui peuvent exister dans cette rubrique et qui ne sont pas forcément agréables pour la bonne ambiance à la maison. Alors on attend le diagnostic et la sexualité devient une contrainte avec des complications. C'est-à-dire que les complications qu'il peut y avoir, ce sont des troubles du désir, on n'a plus tellement envie, pourtant il le faudrait. Il peut y avoir des complications, notamment pour les hommes un peu techniques, du genre d'avoir une dysérection. Voilà, parce qu'on leur demande de s'exécuter sur un acte et que cela peut provoquer un blocage psychologique qui parfois ne s'arrête pas forcément quand le bébé est arrivé. C'est un blocage qui peut perdurer et que nous allons retrouver les personnes à la fin de tout cela et il va falloir effectivement à ce moment-là travailler sur cette situation pour en sortir agréablement. Alors on pourrait se poser la question, mais où sont passées nos escapades en amoureux? Là, le couple devant le diagnostic, alors il y a l'annonce du diagnostic, de la difficulté de la fertilité, de l'infertilité, les réflexions intimes de chacun. Qu'est-ce qu'on pense chacun? Est-ce que ces réflexions intimes sont partagées dans le couple? Vous voyez? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on dit oui, voilà ce que je pense dans mon fort intérieur, ou on n'en discute pas? De nouveau, cette problématique de la responsabilité, qui est responsable, qui est coupable, enfin, et même si on n'a pas envie d'avoir ce genre d'idées, elles peuvent effectivement arriver. Est-ce que c'est un secret de couple ou est-ce que c'est également un secret de famille? En d'autres termes, est-ce qu'on partage ça avec les beaux-parents, les parents qui attendent un petit bébé et qui de temps en temps font des allusions, ou les beaux-frères, etc. Est-ce qu'on le dit à sa meilleure amie ou est-ce que l'on garde ça pour soi en disant non merci, on ne veut pas d'enfant pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps, etc. Donc tout ça c'est très important dans le processus psychologique et relationnel du couple. Alors, sexualité, je répète, à visée procréative, l'acharnement, point d'interrogation avec le temps qui passe, les gens qui ont fait certains essais, qui ont été infructueux, et où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on renonce, etc. Et j'ai envie de dire, et le couple dans tout cela, parce que c'est vrai que le couple à la base est un couple, je vous le disais tout à l'heure, amoureux, un couple d'amants. Et voilà que ce couple doit se transformer en couple parental absolument. Alors la vie sexuelle durant le traitement,
il y a bien sûr des conséquences physiologiques et psychologiques de ces traitements, de l'entretien, de tout ce qu'on vient de se raconter. Hein. Il y a les fantasmes et les non-dits. J'ai un de mes patients qui me disait « J'ai dû aller faire un spermogramme et la dame qui m'a expliqué le spermogramme m'a dit oh, « Oups, vous avez des spermatozoïdes qui ont 2 têtes. » Alors il a dit « Vous vous rendez compte, moi je ne peux plus avoir d'érection. » Il m'a dit « Je ne peux plus m'en dire. C'est fini. Hein. Parce que je me dis qu'on va tout arrêter avec ma femme, on va avoir, vous vous rendez compte, on va mettre un monstre au monde. » D'accord. Donc tous ces fantasmes. Comment s'épanouir, les relations imposées, timées, et l'homme devient vraiment un procréateur. Et je crois que c'est assez difficile, peut-être un peu plus encore pour les hommes, enfin, je pense dans ma lecture, parce que c'est vraiment procréer une sorte de, on avait dit, d'étalon, et de le faire bien, ou de donner du sperme, etc. C'est compliqué. Pour la femme aussi, c'est compliqué, évidemment, dans son corps, dans tout ce qui en résulte. Et l'homme devient un procréateur, et la femme devient une future mère. Bon, l'homme aussi, bien sûr, un futur père. Alors, les sexothérapies, quelle solution? Alors, nous, on reçoit des gens à tous les stades hein, de tout ce que l'on vient de voir. Hein. Bien sûr, pas au stade où les gens sont amoureux et tout se passe bien, mais on les reçoit à tous les stades. Et j'ai moi un protocole de sexologie chez les couples, pour les couples. Par exemple, je reçois le couple dans un premier temps. Je fais en sorte de ne pas aggraver certaines situations, notamment les gens venant me dire on n'a plus une sexualité digne de ce nom. Et dans mon protocole, à la prochaine étape, je vois les personnes en individuel. Monsieur en individuel, madame en individuel, ou l'inverse d'ailleurs, avec un secret absolu de tout ce que l'on se dit entre monsieur et moi ou madame et moi, mais qu'eux-mêmes peuvent même enregistrer s'ils le souhaitent. Mais c'est vraiment important pour avoir un peu une idée de leur histoire, de leurs problèmes, de leurs souffrances à ce stade-là. Donc je vous ai dit que je pratique la Gestalt thérapie, qui s'appelle d'ailleurs dans ce contexte-là une sexothérapie. Concernant le cycle, alors bon, j'ai mis quelques outils, le cycle de la réponse sexuelle chez l'homme, de la réponse sexuelle chez la femme, donc tout ça ce sont des choses assez techniques. Je ne sais pas si vous avez vu la jolie série Masters et Johnson, c'est absolument remarquable, et la sexologie n'existe pas depuis très longtemps, depuis les années 55-60. Et ce sont ces personnes-là, ce sont 2 Américains, un homme et une femme, qui ont interrogé des gens, qui les ont filmés dans un acte sexuel et qui ont effectivement dégagé des théories sur les cycles de l'approche sexuelle de l'homme et de la femme et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ce qui explique aussi que parfois, PMA ou pas PMA, nous avons du mal à nous rejoindre. Mais pas qu'on dit, hein, je crois aussi dans la vie, on est quand même assez fondamentalement différents. Même si je pense qu'on est égaux dans la loi, mais on n'est pas égaux autrement, on est vraiment des individus différents entre les hommes et les femmes. Le concept de maternité, évidemment, de paternité, alors là aussi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a comme sens? Qu'est-ce que ça signifie pour moi si par hasard je me dis que je ne vais pas avoir d'enfant? Qu'est-ce que ça a comme sens? Hein, c'est important. Est-ce que je peux renoncer? Est-ce que je ne vais pas renoncer? Comme disait Philippe, est-ce que je vais me lancer dans l'adoption? Enfin, toutes ces choses-là, comment va réagir ma famille, ma mère, ma belle-mère, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est très vaste et très important. Et puis, bien sûr, des pistes, des solutions pour aller mieux, pour trouver des solutions, de remettre le couple en état. C'est très important, me semble-t-il, de garder le cap à 2, parce que à quoi cela peut-il servir de finalement avoir un bébé si finalement le couple se sépare? Alors on a vu des choses comme ça. Hein. On a même vu des femmes qui pouvaient avoir un bébé et qui ont finalement renoncé, ou alors des couples qui se sont séparés. Moi au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je pensais qu'on allait, une fois que le bébé était annoncé, aller jusqu'au bout avec fierté, avec joie. Eh bien non, pas du tout. Une fois que le cap a été atteint de la grossesse ou de l'arrivée du bébé, il y a des gens, sachez-le, ça paraît incroyable, et pourtant c'est exact, qui se séparent. Donc oui, garder le cap, c'est bien d'être des parents, mais c'est bien aussi, mais ça je le dis à tous les gens par rapport à ce sujet, je le dis à tous les gens, même qui n'ont pas fait cette PMA, il faut rester un couple d'amoureux, hein. Même si vous avez des enfants,
les enfants certes, mais il faut rester ensemble, il faut cultiver l'intimité, la complicité, et pas uniquement devenir des couples de parents, ce qui est très 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 souvent le cas, dans n'importe quel contexte, même pas forcément d'infertilité. Voilà. Alors, pour terminer, l'approche post-thérapeutique, succès, le bébé arrive, la vie du couple change encore une fois, voilà, on a ce bébé. Que devient la sexualité cette fois? Alors, comme dans toute grossesse, même une grossesse classique, la maman est très focalisée sur le bébé, et le monsieur qui devait être l'étalon avant, mais tout d'un coup, il ne doit plus être rien du tout. Et il me dit, écoutez, avant, il fallait tout le temps faire crac-crac, quand il y avait les bougies et tout. Mais il dit, maintenant, il n'y a plus de bougies, hein, c'est fini, il n'y a plus que des biberons à la maison. Et puis moi, je dois passer comme ça, tranquillement, sans faire de bruit, je n'existe plus. Alors, bien sûr, ça nous fait sourire, mais à un moment donné, cela peut effectivement entacher le couple. C'est très, très embêtant. Et sinon, adoption, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on adopte? Est-ce qu'on abandonne cette démarche? Que devient dans cette affaire-là la féminité, la masculinité, vous voyez? C'est très important, parce que ce que je voulais encore dire concernant, je parle beaucoup des hommes, hein, finalement, mais je pense que les femmes, elles ont à vivre quelque chose dans leur corps, à vivre quelque chose dans leur psychologie, etc. Pour les hommes, psychologiquement, ça me semble difficile parfois, parce qu'un homme qui a un constat d'infertilité a parfois un constat de complications sur son masculin. Vous voyez? C'est-à-dire une femme qui ne peut pas avoir de bébé ne se pose pas la question sur sa genralité, sur son féminin. Elle reste une femme, elle ne peut pas avoir un bébé ou c'est compliqué, etc. Un homme qui ne peut pas procréer a une complication psychologique sur sa masculinité. Et cette complication psychologique de sa masculinité peut engendrer des blocages sur sa sexualité. Et des hommes me disent, écoutez, je ne peux pas engendrer, je ne vois pas comment je pourrais avoir une érection correcte, durer, etc., etc. Donc c'est très fragile, hein. Tout ça c'est très fragile, et je trouve que c'est parfois dommage de ne pas consulter, de ne pas s'informer, comme disait Philippe, hein, il y a des forums, etc. Parce qu'avec ou sans bébé à l'issue, je pense que si les gens s'aiment, s'il y a de l'amour, il faut rester avec cet amour. Je ne vais pas dire jusqu'à la fin, mais jusqu'à la fin du couple, et pas seulement jusqu'à la grossesse. Voilà, je crois que c'est fini. Ah oui, je vous ai mis un petit canard.